Je suis Julia Tori, je suis historienne et je viens du Canada. J'ai un poste à l'Université St. Thomas à Fredericton au Canada. Je travaille tout de suite sur l'histoire de la congélation. C'est quelque chose qui a commencé à m'intéresser depuis un certain temps parce qu'en fait, j'ai remarqué que en fait, je suis historienne de l'Allemagne à la base, donc j'ai travaillé beaucoup sur la période de la Deuxième Guerre mondiale et j'ai remarqué que les nazis, les national-socialistes, aimaient beaucoup la congélation. C'est une technologie qui, dans l'entre-deux-guerres, était très neuve et surtout la surgélation, la congélation rapide. Et en fait, les nazis étaient fascinés par cette nouvelle technologie. Et j'ai remarqué que eux, ils cherchaient à développer la congélation comme mesure ou comme technique pour récolter, si on peut dire, des ressources dans les pays avoisinantes. Ils voyaient que, par exemple, en Norvège, il y avait beaucoup de poissons, que d'après eux, et bien sûr je parle d'auteurs national-socialistes, qui parlent des intérêts de l'Allemagne surtout, pour eux, donc, ces ressources n'étaient pas suffisamment exploitées et la congélation permettrait d'exploiter mieux ces ressources-là. Et à partir de là, je me suis dit, c'est quelque chose que les national-socialistes utilisent en Europe, ou voient qu'ils peuvent utiliser en Europe. Et effectivement, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils l'utilisent en Europe, en France notamment. Ils congèlent des ressources françaises ou ils cherchent à les congeler pour les emmener, pour nourrir leurs troupes. Et je me suis dit, est-ce que c'est vrai plus généralement? Est-ce que c'est quelque chose que effectivement un pouvoir qui est impérialiste peut utiliser pour récolter des ressources agricoles dans les pays qu'il a colonisés? Et à partir de là, j'ai commencé à regarder et effectivement, bien sûr, il y avait déjà de la recherche qui avait été faite sur les Anglais et leur utilisation de la viande qui venait des colonies en Océanie, Australie et la Nouvelle-Zélande, et aussi en Argentine, qui n'était pas une colonie directe de l'Angleterre, bien sûr, mais qui était colonisée d'une façon économique. Donc, c'est à partir de là que j'ai développé un projet qui regarde non seulement la congélation à la période de la Deuxième Guerre mondiale et l'entre-deux-guerres avant, mais aussi plus largement à partir de 1890 jusqu'à 1970. La congélation, c'est un point d'entrée vers des questions de pouvoir finalement, de quelle est la relation entre une métropole comme l'Angleterre ou la France ou l'Allemagne et ses colonies, parce qu'il faut pas oublier que les Allemands avaient des colonies avant 1918, mais en fait, la congélation permet de regarder quelles sont les relations entre des pays puissants en Europe et des parties du monde qui sont moins puissants. Et donc, j'utilise la congélation finalement pour mieux comprendre les empires. Et c'est de là que, en fait, c'est pas pour la congélation en tant que telle, bien que ça m'intéresse aussi. C'est surtout que la congélation permet de mieux comprendre les relations entre les pays. J'ai un grand défaut en tant qu'historien, et c'est que j'ai commencé comme historien de l'Allemagne. Je me suis élargi un petit peu en historien de la France, mais finalement, je reste très, au départ, au moins, je restais très focalisée sur l'Europe occidentale. Et maintenant, j'ai un projet qui traite du monde. Et c'était donc essentiel pour moi de comprendre mieux le reste du monde et donc d'échanger avec des personnes qui viennent d'ailleurs. Que moi, je viens du Canada, donc l'Amérique du Nord, et puis j'étudiais à la base l'Europe occidentale. Donc, je voulais faire des connexions avec des gens qui viennent d'ailleurs et qui connaissent mieux que moi, par exemple, la situation dans des pays africains ou en Amérique du Sud. Et donc, c'est un grand avantage pour moi d'être ici et de pouvoir échanger et de mieux comprendre quelles sont effectivement les relations entre les pays du sud du globe et les pays du nord du globe, notamment autour de la nourriture. Parce que, bon, j'ai étudié la nourriture congelée, mais on pourrait suivre les mêmes problèmes, en quelque sorte, ou les mêmes problématiques, en regardant un autre aliment. En fait, depuis que je suis ici, que je suis arrivée à fin août, je suis sans cesse impressionnée, en fait, par l'engagement de la ville pour ses citoyens
Et c'est un modèle en fait pour d'autres villes qui cherchent à se réinventer, je pense, après une époque industrielle, d'essayer de faire quelque chose avec cette histoire industrielle. Quelque chose que je vois personnellement, c'est par exemple l'hangar à bananes, parce que c'est un hangar réfrigéré, donc ça m'intéresse à partir de mon sujet, et je vois qu'on a réussi à redévelopper cet hangar comme un lieu où les gens peuvent se rencontrer. Mais il y a plein de choses comme ça à Nantes. En dehors de ça, il y a aussi il y a des archives ici, il y a des archives diplomatiques qui sont très intéressantes. Et aussi aux alentours, j'ai été plusieurs fois aux archives à La Roche-sur-Yon, les archives de la Vendée, qui sont très intéressants pour moi. Il y a des papiers là d'une famille qui était très importante dans l'industrie agricole. Donc il y a des archives qui sont aux alentours et à Nantes même. En plus de ça, il y a la ville elle-même qui est très dynamique, donc il y a plein de raisons que Nantes est un bon endroit. Et être ici à l'Institut, c'est absolument un grand avantage parce que finalement, c'est le rêve du chercheur, c'est l'idée qu'on peut être dégagé de ses responsabilités pendant presque une année entière, une année académique, si on peut dire ça comme ça, une année scolaire. Et j'aime beaucoup l'enseignement. Mais l'enseignement bénéficie aussi des pauses et des pauses recherche, des pauses. Quelque chose que j'ai beaucoup apprécié en fait cet automne, c'est que je n'avais pas directement à publier quelque chose tout de suite. Je savais que j'avais une présentation à faire, une occasion de partager ma recherche avec les autres chercheurs, mais c'était pas tout de suite. Donc je pouvais m'asseoir dans un fauteuil. D'ailleurs les bureaux ici ont des fauteuils superbes, et je pouvais m'asseoir dans un fauteuil et lire et réfléchir. Et je pense que c'est quelque chose d'extrêmement rare, en fait. L'opportunité de vraiment pouvoir se poser et se dire, bon, j'ai lu un truc, alors comment est-ce que ça peut être lié avec d'autres choses que j'ai lues? Et ce temps de réflexion est essentiel aux chercheurs pour pouvoir vraiment faire des sauts dans la pensée qui sont pas forcément quelque chose de très évident. Il faut le temps. Et puis, bien sûr, aussi les échanges avec les autres chercheurs. Et on peut tester des idées et on peut, par une conversation à table ou dans un couloir, on peut en fait avoir des nouvelles idées, des révélations sur, ah oui, c'est pour ça que c'est comme ça. Ah oui, j'avais jamais pensé à ça. Et même quelque chose comme le ciné-club, ça permet de s'échanger autour d'un film qui est choisi par quelqu'un qui vient d'une autre culture, mais qui parle à chaque fellow différemment finalement. Et donc ces échanges-là sont sans valeur en fait, c'est d'une valeur inestimable. C'est énorme.